Notre présentation d'aujourd'hui va partir un petit peu donc de la situation en RDC en 2025 et même avant pour essayer d'apporter, de réfléchir un petit peu sur l'éventuelle évolution des rapports de force impérialistes et des enjeux qui peuvent se jouer sur une partie, tout ou partie en fait du continent africain. En tout cas, voilà un peu de ce qu'on essaie d'en comprendre, quoi. Dimanche 17 août, le Qatar a annoncé qu'un accord de paix avait été partagé entre le mouvement du 23 mars et la République démocratique du Congo. Cet accord a pour but, il n'est pas encore signé du tout, il a pour but de mettre fin à l'offensive du mouvement du 23 mars, donc, qui est un groupe armé créé en 2012 par des anciens officiers des forces armées congolaises, qui étaient entrés à l'époque en rébellion contre le gouvernement de l'époque et soutenus par le Rwanda, pays voisin. Cette offensive du M23 a débuté en 2021, mais elle a eu son point d'orgue au début de l'année 2025. L'avancée des troupes du M23, soutenues par près de 4000 soldats des forces de défense rwandaises, ayant entraîné successivement la prise de Goma, capitale de la province congolaise du Nord Kivu, de Rubaya, la principale cité minière de cette province, et de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. De fait, le M23 et donc le Rwanda contrôlent une importante zone de l'Est congolais, frontalière, ou en tout cas proche de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Donc voilà un peu une carte qui montre l'évolution, alors uniquement jusqu'à juillet 2024, j'en ai pas trouvé des plus récentes, donc de l'influence entre novembre 2022 et juillet 2024, donc du M23. Vous voyez que ne sont pas encore intégrés dans la zone Goma, ni même une bonne partie du Sud Kivu, quoi. Mais déjà à l'époque, le territoire occupé était important, ou en tout cas contrôlé. Malgré l'annonce de ce projet d'accord de paix, le bruit des bottes continue de se faire entendre dans cette région déstabilisée depuis plusieurs décennies par des conflits armés, des guerres et la présence de milices en tout genre, que l'on estime à plus de 120 réparties entre le nord et le sud Kivu. Là aussi une carte, alors je ne sais même pas de quand elle est datée, j'ai pas trouvé l'information, je suis désolé, elle est sans doute là aussi obsolète, mais elle permet d'avoir un peu une idée de la prolifération de ces groupes, au moins 120, en plus les estimations, c'est que des estimations, il est parfois toujours un peu difficile de les comptabiliser intégralement. Ces milices, elles sont d'obédience variée, certaines comme le M23, donc les plus puissantes aujourd'hui, vous l'aurez compris, elles roulent pour le Rwanda, mais les pays voisins comme l'Ouganda et le Burundi peuvent aussi compter sur des milices qui interviennent pour leurs intérêts propres dans la région. D'autres, comme les forces démocratiques alliées, sont liées à l'État islamique. Et parmi ces milices qui prolifèrent, certaines sont directement liées au pouvoir central de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, puisque les forces armées de la RDC administraient militairement la province du Nord Kivu depuis des années, en s'appuyant sur des milices dites d'autodéfense communautaire, sur une milice qui s'appelle les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui est une des dernières résurgences politico-militaires des génocidaires hutus rwandais, ou encore sur sa propre police ou des sociétés privées. L'offensive du M23 de ces derniers mois a entraîné le déplacement supplémentaire de plus de 1 million de personnes. Je crois que le total avoisine les 6 millions de personnes déplacées depuis plusieurs décennies, à cause des affrontements, évidemment, principalement. Les milices toutes puissantes, ça donne sans scrupule à des exactions en tout genre, exploitation, vol et pillage, viol collectif, enlèvement et exécution sommaire, enrôlement d'enfants soldats, j'en passe et des meilleurs. Le M23, bien sûr, n'a pas l'exclusivité de ce type de violence envers les populations locales. Un rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme qui date de 2023 qui indique que les principaux responsables des exactions à l'époque, évidemment, commises sur les populations civiles étaient les milices communautaires, les forces armées de la RDC et les agents de l'État congolais, devant même les miliciens du M23, qui sont évidemment néanmoins pas en reste. Et puis plus ils contrôlent de territoire, évidemment, ce sont eux les fauteurs de violence, quoi. Alors, ce qui se joue, c'est une carte qui date là aussi de 2008, donc elle aurait, mais j'en ai pas trouvé non plus de meilleure, donc elle serait aussi à actualiser, mais c'est juste pour vous donner une idée que ce qui joue évidemment depuis des décennies,
c'est le contrôle sur des régions riches en ressources. La RDC en général et les régions autour du lac Kivu en particulier regorgent en effet de bois, de gaz, de pétrole, mais aussi peut-être et surtout d'or, de diamants, d'uranium, de cobalt, de niobium, de cuivre, de manganèse, d'étain, de tantale ou encore de plomb et de zinc. C'est évidemment pas exhaustif. Tous ces derniers éléments que j'ai cités sont autant de minerais qui sont considérés de nos jours comme des minerais stratégiques. Et ce sont ces ressources minières qui sont la principale ressource économique du pays, puisque le secteur minier contribue aujourd'hui pour à peu près 80% des ressources à l'exportation de la RDC. Alors, parmi les métaux extraits du sol congolais, là, je vous mets un graphique. Alors, la courbe est vraiment pas intéressante. Là aussi, c'est pas exhaustif. C'est un graphique qui sort d'un document du Sénat qui lui est aussi un peu vieux. La courbe, bon, c'est un truc sur le caractère critique de ces différents métaux à l'époque, donc en 2011. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'utilisation de certains de ces minéraux. Parmi les métaux donc extraits du sol congolais, le cobalt est un élément essentiel qui rentre dans la composition de différents types de batteries électriques. Donc aujourd'hui pour l'industrie automobile ou des téléphones portables, comme vous le savez sans doute, entre autres, des turbines à gaz ou même dans des réacteurs nucléaires. Le tantale, là aussi l'un des plus connus, tout comme le niobium, sont utilisés pour fabriquer des alliages pour les turbines à gaz, dans des moteurs d'avion, mais également de plus en plus dans l'électronique, notamment des voitures et des téléphones portables. Si je prends ces quelques exemples, c'est parce que la RDC est aujourd'hui le premier producteur africain pour le cuivre et en possède la 7e réserve mondiale. C'est le premier producteur mondial de cobalt avec près de 75% de la production en 2023. Et il possède entre 20 et 30% des réserves mondiales de coltan, qui est un minerai qui contient justement du tantale et du niobium. Pendant que les populations souffrent de crises humanitaires par manque donc d'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins, à cause de la prolifération des violences, de la pauvreté et des déplacements forcés, pour les milices et les États, le business, lui, il continue. Les mines contrôlées par les milices leur permettent de faire passer la production en contrebande parfois dans d'autres États qui le revendent alors pour leur propre compte et ça assure évidemment de jolis bénéfices. Il y a un groupe d'experts de l'ONU qui a estimé par exemple qu'en 2024, début 2024, les pillages rapportaient autour de 800 000 $ par mois au M23 en taxes sur le commerce et le transport. Donc là, on parle déjà de début 2024, c'est-à-dire avant que le territoire contrôlé ait bien augmenté. Et on parle uniquement des ressources sur des taxes, c'est-à-dire qui occultent l'exploitation directe en fait de mines et le pillage direct et l'accaparement de la production de certains creuseurs. Donc les revenus réels du M23 sont sans aucun doute bien supérieurs à ces estimations. Le Rwanda, donc, lui, il est devenu en 2023 et pour la 5e fois depuis 2014 le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il ne possède pas une seule mine de coltan sur son propre territoire, l'exportation de minerais rapportant à l'État rwandais autour de 1 milliard $. Donc ce sont que deux exemples qui sont évidemment pas exclusifs. Il faudrait aussi généraliser ces faits à tous les autres minerais, et aux autres milices, et aux autres États de la région, même si le Rwanda est le principal acteur et bénéficiaire de l'exploitation illégale dans le Nord Kivu aujourd'hui. Les acteurs locaux, milices comme État et bourgeoisie locale, ne sont évidemment pas les seuls à profiter de ces richesses. Tous ces métaux et minerais dits stratégiques sont essentiels pour l'industrie de pointe, comme l'automobile, la téléphonie, l'électronique en général, et bien évidemment pour l'industrie de guerre. Donc nombre d'entreprises bien connues comme Apple, Samsung, Google, Microsoft, Tesla, pour n'en citer que quelques-unes, s'approvisionnent en minerais provenant de cette région. Les dignitaires rwandais et congolais, mais aussi ougandais et burundais, comme les entreprises du secteur minier, engrangent les gros billets à travers eux. Les industries capitalistes, clientes de ces minerais, réalisent elles aussi de juteux profits grâce à ces minerais de sang en connaissance de cause. Alors les convoitises des capitalistes, notamment européens et américains pour les richesses du sol et du sous-sol congolais, ne sont pas nouvelles. Il y a peut-être beaucoup d'informations, mais je vais décrire. Toute l'histoire récente de cette région est intimement liée aux capacités d'exploitation des ressources naturelles, surtout minérales. Alors sous Léopold II déjà, roi des Belges de 65 à 1909, Léopold II était le propriétaire direct de ce qu'on appelait à l'époque l'État indépendant du Congo, très indépendant en tant que propriété privée d'un individu. Donc il était le propriétaire direct entre 1885 et 1908. Le Congo belge n'était donc pas officiellement une colonie, c'était une association internationale qui était reconnue à la tête de l'État.
Bon, évidemment, le fonctionnement était celui d'une colonie, et Léopold II a profité de cette situation pour organiser à cette époque le pays, pour assurer au maximum l'exploitation de ses ressources, donc plutôt caoutchouc, ivoire et minerais comme l'or et le cuivre à l'époque, et bien sûr l'agriculture, grâce au développement d'un État colonial à travers des infrastructures comme des voies ferrées, des itinéraires fluviaux, mais surtout une administration et une force de répression, ou encore par l'accaparement des terres. Autant de structures qui ont permis la mise en place de l'exploitation des ressources et des habitants pour le compte d'entreprises occidentales. Évidemment, la fin de l'État indépendant du Congo en 1908 et son annexion par la Belgique pour en faire une colonie en bonne et due forme ne changea absolument rien à la situation du Congo belge. Le Congo arrache son indépendance à la Belgique le 30 juin 1960 et à l'époque, hors de question pour les compagnies minières, bien sûr, d'abandonner, que cette indépendance leur confisque leurs sources de profit. On a une région, par exemple la région du Katanga, qui est aussi une région très riche en métaux, qui a fait sécession à l'époque sous l'impulsion d'un certain Moïse Tsombe, qui était lui-même soutenu par une puissante union minière du Haut-Katanga, qui était un groupe industriel belge, et bien sûr par les milieux d'affaires pro-occidentaux. Le Katanga il finira par être de nouveau rattaché au Congo quelques années plus tard, à peu près conjointement avec la prise du pouvoir par un coup d'État en 1965 de Joseph Désiré Mobutu. Cette dictature... Kabila. Non, Mobutu. Ah, pardon. Il s'appelait aussi... Okay. C'est Laurent. Bref. Okay. Cette dictature ramènera une certaine stabilité, évidemment, avec plein de guillemets, au pays, qui sera renommé Zaïre en 1971. Tout comme Mobutu avait pu compter sur le soutien de la CIA ainsi que sur l'intervention de mercenaires français et belges pour assurer son coup d'État après avoir assassiné Patrice Lumumba, qui était le leader de l'indépendance congolaise en 1961, Mobutu pourra aussi compter sur les commandos occidentaux pour se maintenir au pouvoir, par exemple lors de la répression d'une rébellion dans le Katanga en 1978. Donc voilà pour la stabilité sous Mobutu. Il a ainsi permis aux capitalistes occidentaux de maintenir leurs intérêts dans la région, ce qui fera évidemment sa propre fortune. De nouveau, la région va être déstabilisée après 1994, date du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors à l'époque, les violations des droits humains dont est accusé le régime de Mobutu rendent son soutien de plus en plus difficile. La corruption du régime et son clientélisme participèrent en plus du dépeçage de l'industrie minière. On estime par exemple que la production de cuivre et de cobalt sont passées respectivement de 500 000 tonnes et 17 000 tonnes à la fin des années 80 à respectivement 37 000 et 3 800 dans les années 90, alors que ces dernières correspondent à un boom de la demande en métaux, notamment en coltan, avec le développement de l'industrie aérospatiale et numérique. Donc c'est pour ça que j'ai mis en dessous là les développements de certaines technologies et de certaines industries, à peu près, évidemment, au niveau de la période, qui correspond aussi donc à des stabilisations politiques, changement de régime ou changement de dirigeants, quoi. Donc Mobutu, c'est pile au moment du début du développement de l'aérospatiale, de l'informatique et de l'électronique, que la demande s'accentue et qu'il est finalement renversé. Alors pour les industriels et les grandes puissances donc de cette époque, l'ère Mobutu est moins favorable que l'ère coloniale, ce qui explique son lâchage par les États-Unis et l'Union européenne. À partir de 1992, par exemple, le Congo ne bénéficiera plus d'aucune aide internationale des pays occidentaux ou des institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Pour se maintenir au pouvoir, Mobutu il a cherché alors à s'appuyer sur les anciens génocidaires qui fuyaient le Rwanda à travers la frontière congolaise. Désolé, j'en suis où? Et qui s'étaient installés donc à l'est de la RDC. La première guerre du Congo éclatera entre 96 et 97 et elle opposera donc la RDC de Mobutu à une coalition autour de l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo de Laurent Désiré Kabila, qui lui-même était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Donc Mobutu finira par fuir, laissant Laurent Désiré Kabila à la tête de la toute nouvelle RDC, et satisfaisant dans un très court temps les intérêts aussi impérialistes occidentaux.
Ça a été d'ailleurs aussi l'occasion d'un début de redéfinition des rapports des forces impérialistes. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont profité de leur soutien au Rwanda, à l'Ouganda et à Kabila pour gagner en influence dans une zone qui était considérée pendant longtemps comme le précaré franco-belge. Les Français notamment qui paieront le prix de leur soutien sans faille aux génocidaires Hutus au Rwanda. Donc depuis, la région est durablement déstabilisée. La fuite des anciens génocidaires rwandais et la première guerre du Congo ayant exacerbé la prolifération des milices et fournissant constamment des prétextes sécuritaires à de nouvelles incursions. Dès 1998, donc peu de temps après l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, dès 1998, les anciens alliés de la veille, le Rwanda et l'Ouganda et les milices à leur service, se retournant contre la RDC de Laurent Désiré Kabila, qui lui était soutenu par le Zimbabwe et l'Angola. Kabila, notamment, avait cherché à chasser les États rwandais et ougandais de son territoire, ce qui les aurait évidemment empêchés de profiter d'une manne financière certaine, liée au pillage des ressources. De plus, la deuxième guerre du Congo, qui a duré donc de 1998 et 2003, et s'est soldée par l'assassinat en 2001 de Laurent Désiré Kabila et l'accession au pouvoir de son fils Joseph Kabila. Donc le père, Laurent Désiré Kabila, il cherchait en partie à renégocier, voire à renier des accords miniers passés avec des entreprises américaines notamment, et voilà, il explorait de potentielles alliances avec des pays plus à l'est, donc potentiellement Chine, voilà. Joseph Kabila, une fois au pouvoir, lui, fera preuve de davantage de docilité vis-à-vis des impérialistes occidentaux, du moins dans les premiers temps. Alors il y a eu évidemment d'autres événements marquants de ces dernières décennies. C'est sans doute pas exhaustif là non plus, puisque voilà, il y a régulièrement des conflits et des guerres, mais notamment des pics en 2007-2008 et en 2012-2013. Celle de 2012-2013 d'ailleurs qui fera apparaître la milice M23 dont on a parlé au début. Et depuis le début des années 90, chacun des conflits est bizarrement concomitant avec une augmentation des besoins internationaux en métaux. Donc on a eu, comme je l'ai dit, le développement de l'aérospatial et de l'informatique pour les années 90-2000, l'apparition et le développement du smartphone pour la guerre de 2007-2008, des tablettes pour celle de 2012-2013. Du coup, dans la droite ligne des conflits depuis les années 90, celui qui a débuté depuis 2021 s'inscrit dans ses velléités pour les puissances locales d'assurer le contrôle d'une partie de la production en métaux et ainsi pouvoir négocier avec les puissances impérialistes qui, elles, désirent à s'assurer un approvisionnement sécurisé pour leurs propres industries. Les États-Unis, notamment, avaient en partie délaissé ces chaînes de production autour des années 2010 avec des industriels qui se désengageaient de la RDC. C'est un désengagement des Occidentaux qui a largement profité aux entreprises chinoises, puisque les entreprises chinoises dominent aujourd'hui entre 70 et 80% du secteur minier en RDC, alors à la fois au niveau de l'extraction, mais également près de 80% du raffinage des métaux, grâce au fameux contrat du siècle signé en 2007, en fait je crois que j'ai mis 2008, mais c'est plutôt 2007. Alors ce contrat, il promettait en contrepartie d'un accès privilégié à l'exploitation, des investissements massifs dans les infrastructures en échange de l'accès aux mines. Donc, ces investissements dont n'a jamais vu la couleur la population congolaise. La guerre en cours a donc permis la signature, et là je reviens à l'histoire très récente, d'un accord le 27 juin 2025 entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda, avant même qu'un quelconque accord de paix entre les belligérants directs qui donc est toujours en cours de négociation. Cet accord de juin 2025 vise en gros à légaliser le système de prédation à l'œuvre dans le Nord Kivu, avec une production qui continuerait d'accéder aux marchés internationaux en partie via le Rwanda, mais dorénavant peut-être davantage par le biais d'entreprises américaines. En échange, le Rwanda et la RDC ont signé un traité de paix liant leurs deux armées nationales, mais pas les milices, ainsi qu'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité sous l'égide des USA. La sécurité, donc, troquée contre la possibilité de faire du business. Alors, le développement du numérique et de la mal nommée transition écologique ou transition énergétique, avec ce qu'elle implique d'extension de la production des voitures électriques, de développement de sources de production d'énergie électrique, de développement d'industrie de l'armement avec l'augmentation des budgets et la marche à la guerre, vont faire évidemment,
exploser les besoins en tous ces métaux que l'on trouve dans le sous-sol de la RDC pour répondre aux prévisions de production, de la production capitaliste des futures années, quoi. C'est une des raisons des résurgences du conflit dans l'est de la RDC. L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, prévoit que la demande en métaux stratégiques va sans doute quadrupler d'ici 2040. Selon les métaux, la demande pourrait être multipliée par un nombre compris entre 7 et 42. Et à l'heure actuelle, les capacités de production, notamment au niveau de l'extraction et de la purification, seraient évidemment largement insuffisantes. Toujours selon cette agence, les projets miniers prévus jusqu'à 2030 correspondraient à peu près 1/10 de ce qu'il faudrait à l'industrie capitaliste selon les prévisions. Alors, si la situation en République démocratique du Congo est particulièrement critique à cause de son histoire qui est indissociable de l'industrie minière et d'un Est qui est ravagé par la guerre depuis des années, l'appétit des puissances impérialistes risque de fondre sur l'intégralité du continent africain, et d'ailleurs pas que, on l'a vu, puisqu'il y a des négociations pour l'accès aux ressources, pas uniquement sur le continent africain évidemment, avec des négociations sur l'Ukraine, l'histoire du Groenland, etc. Mais les appétits impérialistes donc risquent de fondre sur le continent africain dans son ensemble au vu des besoins futurs. La demande sera suffisamment forte pour qu'aucun filon encore inexploré ne reste à l'abandon. Le continent est d'ailleurs déjà connu pour être un réservoir de richesses et certains pays ou régions sont depuis longtemps déjà soumis à leur exploitation, au moins partiellement. Alors c'est le cas principalement dans la zone australe, autour notamment de pays comme l'Afrique du Sud, la Zambie, la Namibie ou le Zimbabwe, mais également autour de la zone du Sahel, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Ghana, et je ne fais pas la liste complète évidemment. L'exploitation est largement organisée aujourd'hui autour de l'or, de l'uranium, du cuivre, du platine et bien sûr du cobalt et du coltan en RDC, même si les productions d'autres métaux plus directement... sur le continent, pas en RDC, sur le continent, même si des productions d'autres métaux plus directement liées aux nouvelles technologies sont déjà à l'œuvre. Mais les ressources restent encore largement importantes et inexploitées, et les projections des réserves peuvent être sous-évaluées, mais restent extrêmement importantes. Il y a un think tank américain qui s'appelle le Strand d'études internationales et stratégiques. D'après lui, le continent posséderait 90%, c'est pas les mêmes chiffres, ça vient du monde, mais bon, ça permet d'illustrer. Donc d'après le think tank, le continent posséderait 90% des réserves mondiales de platine, 85% des réserves mondiales de manganèse, 58% de cobalt, 21% de graphite. Un autre institut international pour le développement durable estime lui que le continent dispose aussi de 90% de réserves de platinoïdes, donc liées aux platines, 80% de coltan, 70% de tantal, 46% de diamants, 40% de réserves d'or, etc., etc. Enfin, franchement, on pourrait continuer la liste très longtemps. Donc, malgré les richesses déjà exploitées, or, diamants, pétrole, cuivre, cobalt, etc., les bénéfices ne reviennent jamais, évidemment, aux travailleurs ou ne permettent que très rarement la construction d'infrastructures utiles à la population. L'augmentation des besoins en métaux critiques dont regorge le sous-sol du continent n'en sera donc pas plus une chance, évidemment, pour les populations locales, tant les bénéfices seront accaparés par les industriels, du secteur minier, bien sûr, mais aussi des multinationales, du numérique, de l'aérospatial, de l'automobile, de l'armement, etc., etc. Et bien sûr, la concurrence pour le contrôle des chaînes d'approvisionnement se fera à leurs dépens. La course est d'ailleurs déjà lancée. Les deux principales puissances mondiales, États-Unis en tête et Chine, se livrent d'ailleurs une concurrence. L'exemple de la RDC le montrait déjà partiellement. Et donc pour la suite, je laisse la parole à Stéphanie. Alors, on va continuer à élargir un petit peu le propos après cette centrée, comme on l'a vu, sur la RDC. Donc là, on va généraliser un petit peu plus sur de nombreux pays du continent africain, puisque effectivement, pour les principales puissances impérialistes, la question du contrôle et de l'accaparement des ressources fait de ce continent vraiment un enjeu central aujourd'hui. Alors, ces rivalités, elles sont bien sûr pas propres au continent africain, mais en raison de la grande pauvreté et vulnérabilité de nombreux pays, elles prennent un visage particulièrement dramatique, notamment celui de guerre permanente, là aussi comme on vient de l'évoquer pour l'Est du Congo. Alors, dans les puissances impérialistes, on va d'abord évoquer la Chine. Donc là, vous avez ici une carte des nouvelles routes de la soie, donc qui est assez intéressante, je vais la détailler un petit peu après, parce qu'effectivement, elle montre qu'en fait, ces nouvelles routes de la soie passent effectivement aussi par l'Afrique, l'Afrique de l'Est, mais pas uniquement.
Alors, la Chine, elle fait figure un petit peu de nouvelle arrivée parmi les compétiteurs et son poids économique et politique est souvent exagéré par des analystes issus de puissances impérialistes les plus anciennes, européennes ou états-uniennes. C'est une manière de mettre en scène la compétition et aussi de justifier son caractère exacerbé de la part de puissances comme la France ou les USA, dont l'emprise sur le continent africain ne s'est en réalité pas affaiblie. Le China bashing, entre guillemets, a le vent en poupe et parler de Chine-Afrique a pour seul but finalement de relativiser ce qu'est toujours la France-Afrique aujourd'hui à travers sa domination néocoloniale. Alors bien sûr, la Chine exploite et pille des ressources naturelles. Elle endette auprès d'elle des pays très pauvres, comme l'ont fait et continuent à le faire la France et les USA. Mais d'autres le font, c'est ce qu'on va expliquer, et le faisaient avant elle. Tout comme la rapidité du développement économique de la Chine, son investissement en Afrique, est réel. Depuis son décollage dans les années 1990 et surtout depuis les années 2000, elle est en recherche de matières premières et de débouchés commerciaux. Elle a importé de plus en plus de pétrole du continent africain, avec une petite baisse récente depuis que la Russie, sous sanctions occidentales, est devenue un de ses principaux fournisseurs. Mais de manière générale, la carte des échanges commerciaux avec les pays d'Afrique se superpose avec la carte des ressources naturelles pour la Chine. Alors effectivement, on a évoqué le contrat du siècle, entre guillemets, négocié par la Chine avec la RDC pour la mine de Tekke Fungurume, le deuxième site de cobalt au monde. Elle est aussi devenue le premier partenaire commercial du continent africain. Elle importe principalement des matières premières et exporte des biens de consommation, surtout des marchandises à très bas coût et de très faible qualité, qui sont en réalité invendables ailleurs. D'où le dicton apparemment connu, achète chinois, achète 2 fois. Voilà, donc c'est un peu jetable. En revanche, les investissements directs étrangers, donc les exportations de capitaux de la Chine sont faibles comparées aux anciens pays impérialistes. En 2021, les flux d'investissements directs étrangers chinois vers le continent africain étaient de 4,9 milliards de dollars. Donc bien sûr, ça ne nous dit rien en tant que tel, mais c'est l'équivalent de l'investissement du groupe Pepsi au Mexique pour la même année. Donc ça semble vraiment très faible. Elle arrive derrière les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et les USA. La Chine n'est donc pas l'investisseur massif souvent dépeint. Mais certains, dans l'extrême gauche, utilisent cet argument pour en conclure que la Chine n'est pas un pays impérialiste. La réalité est plus complexe, car les investissements directs étrangers chinois sont d'une certaine manière sous-estimés. La Chine investit beaucoup sous forme de prestations de services, c'est-à-dire qu'elle négocie des accès aux matières premières en échange de construction d'infrastructures ou de prêts financiers. Et donc c'est aussi ce qu'on voit sur la carte, c'est justement cet investissement dans ces infrastructures ferroviaires, donc oléoducs, gazoducs, les ports à participation chinoise, voilà. Et donc cette spécialisation dans les infrastructures, qui est nécessaire à la captation des matières premières, c'est une caractéristique importante, un point fort de la présence de la Chine en Afrique. C'est par cette politique de grands travaux qu'elle aménage sa présence sur le continent. Ces infrastructures, elles sont construites par des entreprises chinoises et financées par des banques chinoises. Et le fait que ces entreprises et ces banques soient dans l'écrasante majorité des cas des entreprises d'État et des banques d'État ne change rien au fond de l'affaire. La Chine est un pays capitaliste qui nourrit sa croissance par l'exploitation des ressources, donc en grande partie du continent africain, mais aussi par l'exploitation de sa propre main-d'œuvre chinoise sous-payée, qu'elle importe souvent justement pour construire ces infrastructures, et aussi de plus en plus par l'exploitation de la main-d'œuvre africaine encore plus sous-payée. L'État chinois utilise ses capacités de centralisation et de financement au service de cette politique, générant des profits bien privés de nombre de capitalistes chinois. Et donc les entreprises chinoises ont réalisé chaque année en moyenne 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Afrique depuis 2013. Donc à comparer avec le montant de leurs investissements directs étrangers,
qui sont 10 fois inférieures. Donc les nouvelles routes de la soie qui ont été lancées par Xi Jinping en 2013, elles passent par l'Afrique aussi et elles lui permettent d'écouler ses surcapacités en acier et en béton au moment où sa croissance économique s'est ralentie, et donc en construisant plein d'infrastructures sur le continent africain. Donc des routes, des voies ferrées, comme celle qui relie Djibouti à Addis Abeba en Éthiopie, donc ça c'est en Afrique de l'Est. Elle a aussi construit le siège de l'Union africaine également en Éthiopie, des infrastructures portuaires, etc. Elle possède aussi des terres cultivées, des forêts. Donc actuellement, la Chine posséderait 4 millions d'hectares sur le continent africain, mais là aussi aux côtés d'autres accapareurs, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Inde, la France, les USA et le Royaume-Uni possèdent grosso modo chacun à peu près 2 millions d'hectares. Donc la Chine, c'est 4 millions. Alors, elle a aussi ouvert des parcs industriels suivant le modèle de ces zones économiques spéciales chinoises, qui sont donc des zones franches. Et selon les sources, il y aurait entre 28 à 45 parcs industriels créés par la Chine en Afrique, surtout depuis 2011, principalement en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie. Les entreprises chinoises présentes en Afrique ont de ce fait profité elles aussi d'un accord commercial avec les États-Unis qui s'appelle l'AGOA, donc African Growth and Opportunity Act, dont je reparlerai un petit peu plus tard, avec des franchises de droits de douane vers les USA. Et donc plus de la moitié, par exemple, de la production textile du Botswana et de l'Ouganda exportée vers l'Amérique du Nord était en réalité réalisée par des entreprises chinoises. Et donc c'est en partie ces entreprises chinoises que visent aujourd'hui les nouveaux droits de douane que vient d'annoncer Trump début août pour une série de pays d'Afrique. Donc la Chine est bel et bien une puissance capitaliste très active en Afrique, y compris dans l'exploitation de la classe ouvrière, mais elle s'immisce surtout dans les interstices laissés par les concurrents. Elle investit dans des pays qui sont considérés comme trop risqués, comme le Soudan du Sud ou la Libye. Quand elle est en concurrence avec d'autres puissances, elle peut se retrouver rapidement évincée. On peut mettre celle d'après. Alors, on peut citer le Gabon qui a finalement confié le contrat du port de Libreville à MSC, donc un groupe italo-suisse, au lieu d'un groupe chinois. De manière générale, la Chine joue un rôle dans la gestion de 19 ports africains sur 55, soit 9% du total. Et la dernière mésaventure, là c'est pour ça qu'on projette cette carte, dernière mésaventure chinoise, donc c'est la modernisation du corridor ferroviaire de 1700 km qui relie le port de Lobito en Angola à Kolwezi en RDC et qui attise toutes les convoitises parce qu'il désenclave une des régions les plus riches en cuivre et en cobalt, à la croisée donc, de la RDC, de la Zambie et de l'Angola, en lui donnant accès à l'océan Atlantique. Et donc avec cette modernisation justement de voies ferrées, il pourrait acheminer les minerais depuis cette ceinture du cuivre, comme on l'appelle, vers l'océan en 45 heures au lieu de 45 jours. Donc, évidemment, c'est très intéressant. Et donc le consortium chinois qui avait été retenu pour les travaux a finalement été écarté au profit de Trafigura, un négociant suisse en matières premières, qui est impliqué dans de nombreux scandales de corruption, de pollution aux déchets toxiques en Afrique, notamment à Abidjan il y a pas mal d'années maintenant, mais qui est soutenu par l'Europe et les États-Unis. Et donc les États-Unis ont annoncé en juillet 2024 l'octroi d'un prêt de plus de 500 millions de dollars pour la modernisation de cette ligne et l'achat de locomotives. Donc là, pour le coup, la Chine s'est retrouvée évincée. Alors, les matières premières seront bien sûr prioritaires au détriment des habitants des régions qui empruntent cette ligne pour vendre leurs produits agricoles, etc. et qui n'auront plus les moyens de se payer le billet. Alors, dernier aspect qui relativise la puissance chinoise sur le continent africain, c'est la présence militaire. La Chine est devenue le deuxième fournisseur d'armes en Afrique entre 2020 et 2024, mais ça peut surtout illustrer sa puissance commerciale.
Bon, pour certains gouvernements africains, cette diversification dans les fournisseurs, hein, comme la Russie, la Chine, etc., c'est intéressant quand même pour eux. Ça leur permet de jouer leur propre carte ou de tenter, du moins, vis-à-vis des puissances impérialistes traditionnelles comme les USA et la France. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est totalement stratégique. Parce que la puissance militaire de la Chine en tant que telle est relativement faible. Elle possède une base navale à Djibouti. C'est la seule base militaire qui est à l'extérieur de la Chine. Donc elle l'a ouverte en 2017. Mais en fait, ça vise avant tout à sécuriser son commerce maritime et l'évacuation, s'il y a besoin, de ses ressortissants. Comme ça, c'était par exemple posé en Libye au moment de la chute de Kadhafi. Les 2000 à 3000 militaires chinois qui sont déployés en Afrique donc le sont sous l'égide de l'ONU, tout particulièrement dans les pays où sont présents les intérêts chinois, comme le Soudan du Sud. Et donc la Chine se concentre sur la sécurisation de ses installations pétrolières, de ses ressortissants, aussi par le biais de compagnies de sécurité privées, mais elle n'est pas du tout en mesure d'imposer ses vues sur le continent africain, comme peuvent l'être la France, bon, peut-être de moins en moins, mais en tout cas les États-Unis. C'est aussi du coup le revers de ce qu'elle présente comme un avantage aux pays avec lesquels elle négocie, dans lesquels elle investit, c'est qu'elle n'a aucune exigence politique, aucun prérequis en matière de droits de l'homme, etc. Bien sûr, la France, les USA n'ont pas non plus d'exigence morale, mais par contre, ils peuvent être en mesure d'imposer leurs conditions, tout particulièrement donc les USA actuellement. Donc on va en venir justement aux USA, on peut attendre un peu. Donc en fait, les USA restent l'impérialisme dominant sur le continent africain, comme ils le sont à l'échelle mondiale. Alors, est-ce qu'ils ont opéré, comme on le dit, un pivot vers l'Afrique en réponse à la concurrence chinoise avec un renouveau de leur présence sur le continent? À mon avis, la réalité, c'est plutôt qu'ils n'ont jamais sous-estimé l'importance de leur implantation dans de nombreux pays d'Afrique. Alors, ils avaient un pied aux côtés de l'Angleterre en Afrique du Sud, aux ressources minières si riches. Au moment de l'indépendance du Congo belge, donc l'actuelle RDC, ils avaient imposé leur tutelle sur le pays et la région du Katanga. Et donc, au passage, ils ont été les maîtres d'œuvre de l'assassinat de Lumumba. Au Nigeria, ex-colonie britannique indépendante en 1960, ils avaient soutenu des livraisons d'armes, par des livraisons d'armes le gouvernement central, alors que De Gaulle, lui, soutenait la sécession du Biafra. Donc c'est une guerre qui a duré de 67 à 70 et qui a quand même fait 2 millions de morts, donc sur fond de concurrence pour le pétrole entre France et États-Unis. Ce continent, donc au moment des indépendances, était une des nombreuses arènes de la guerre froide, puisque les USA intervenaient aussi, par exemple, en Angola, par soldats d'Afrique du Sud interposés. Alors, après l'éclatement de l'URSS, les USA ont continué leur lutte d'influence. Ce sont eux qui, débarrassés par exemple de la menace de voir un Mandela versé du côté de l'URSS, parce qu'il n'y avait plus d'URSS, ils ont quand même parrainé la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi parce que c'était leur intérêt, puisque le grand patronat minier était pour en finir avec cet anachronisme qui finalement pouvait aussi gêner leurs affaires. Leur lutte d'influence s'est aussi exercée contre l'ancienne puissance coloniale française. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu juste avant avec le rôle peu glorieux de la France dans le génocide Tutsi. Ce front anglophone, entre guillemets, qui aurait concurrencé un espace francophone, donc celui de la France-Afrique, et qui obsédait François Mitterrand. Et donc c'est ce qui a mené donc, au génocide des Tutsis en 1994, avec le soutien de la France à un régime génocidaire. Le lien des USA avec Kagame, encore aujourd'hui à la tête du Rwanda, et donc les liens aussi avec Museveni à la tête de l'Ouganda voisin, remontent à cette époque. Alors actuellement, ce serait la concurrence entre les États-Unis et la Chine qui constituerait l'axe central du conflit impérialiste, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Ça aussi, c'est un axe de réflexion, mais on peut aussi considérer qu'il y a de manière générale une accentuation des rivalités impérialistes autour des ressources partout dans le monde et que sur le continent africain également, on observe une poussée de l'engagement militaire de la part des plus grandes puissances mondiales, en particulier les États-Unis,
ce qui explique les nombreuses guerres qu'on vient d'évoquer. Alors, la création de l'AGOA, cet accord commercial dont j'ai parlé juste avant, donc qui exempte de droits de douane certains pays africains et que Trump est en train de remettre en cause actuellement. Ça avait été voté en 2000 sous Clinton. Donc ça représente bien évidemment un instrument d'influence pour les USA. Et donc c'est aussi pour ça que Trump en joue actuellement. Par exemple, en mettant sous pression l'Afrique du Sud, dont il augmente les droits de douane. Tu peux mettre la diapo. Dans le cadre de l'accentuation des rivalités pour les matières premières, c'est surtout l'investissement celle d'après. C'est surtout l'investissement militaire des États-Unis sur le continent africain qui s'est véritablement renforcé, avec une accélération à partir de 2003. Il y a eu la rhétorique de la guerre humanitaire, entre guillemets, puis de la guerre contre le terrorisme, toujours entre guillemets, après le 11 septembre 2001, qui ont pris le relais de la guerre froide pour justifier les interventions. En 2003, les USA ont lancé l'initiative Pan-Sahel avec le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie, en annonçant les aider à combattre les groupes terroristes. Ils ont fait de même pour toute la zone est-africaine, allant du Soudan jusqu'au Mozambique. Et donc c'est sous ce prétexte de lutte contre le terrorisme que les USA ont créé l'AFRICOM en 2007, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui coordonne toutes les activités militaires des États-Unis sur le continent. Et donc là, sur cette carte, qui est d'ailleurs extraite d'une LDC très récente et qui nous montre justement les bases militaires américaines sur le continent, les zones d'influence de l'AFRICOM coloriées en rouge. Voilà, ça permet de se faire une petite idée générale des régions où les États-Unis sont les plus influents. Alors, c'est sous Obama, président de 2009 à 2017, que l'engagement militaire des USA sur le continent africain s'est encore accentué. Même l'épidémie d'Ebola, en 2014, a fourni le prétexte à l'accroissement de la présence militaire états-unienne en Afrique en déployant des milliers de soldats dans les pays les plus durement touchés par l'épidémie. La plupart de ces opérations, en fait, sont très peu connues du grand public en raison du caractère secret de l'AFRICOM. Les interventions ont pris de plus en plus, toujours sous Obama, la forme de guerre par procuration, avec le recours accru aux drones, comme en Somalie ou au Sahel, et en s'appuyant aussi sur des alliés clés comme Museveni, président de l'Ouganda. L'Ouganda est en effet un des principaux piliers de la politique américaine en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs, donc une région stratégique en raison des routes maritimes majeures, des découvertes pétrolières récentes qui ont encore accentué les rivalités impérialistes. Et donc, dans les exemples marquants des interventions militaires, on peut citer l'intervention de l'Ouganda en Somalie, sous l'égide des troupes de l'Union africaine, déployées depuis 2008, pour soutenir le gouvernement somalien qui était allié des États-Unis. Donc là, c'est vraiment une guerre par procuration, puisque ça passe par l'Ouganda. Il y a aussi le fait que la guerre aérienne a pris le relais des interventions au sol, comme lors des bombardements menés en 2011 en Libye, sous l'égide de l'OTAN. Alors, un autre exemple marquant du rôle militaire des États-Unis sur le continent africain, ça a été la sécession, militaire et politique, ça a été la sécession du Soudan du Sud, dont l'indépendance a été proclamée en 2011, donc soutenue par les USA, qui espéraient ainsi accéder plus facilement aux ressources pétrolières, puisque le Soudan du Sud est considéré comme possédant les troisièmes plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, après l'Angola et le Nigeria. Mais bon, la guerre civile qui s'en est suivie a contrarié les projets des multinationales américaines. Et pour le moment, c'est la Chine, justement la Chine qui prend des risques, entre guillemets. C'est elle qui exporte les 3/4 du pétrole sud-soudanais. Donc les USA ont considérablement alimenté de nombreuses guerres sur le continent africain. Leur investissement militaire peut eux aussi rencontrer certains revers. Tu peux remettre celle d'avant du coup. Comme actuellement au Sahel, puisque au Mali, Burkina Faso, Niger, les dirigeants actuels peuvent jouer sur d'autres tableaux.
La Russie refait son apparition dans ces pays par le biais de milices privées comme le groupe Wagner au Mali, donc qui a été repris en main bien sûr par Poutine depuis la défection puis l'assassinat de son fondateur Prigojine. Alors, même si elle a réduit son investissement militaire en Afrique, bien sûr, avec ses besoins pour la guerre en Ukraine. Et donc maintenant, c'est les hommes d'Africa Corps, donc qui a pris le relais de Wagner, un nouveau corps paramilitaire russe, qui en juillet 2024 ont pris la relève en appui de l'armée nigérienne après l'éjection des troupes françaises, mais aussi des troupes américaines qui avaient fait du Niger leur principale base militaire sur le continent. Alors, en dépit de cette militarisation croissante de la présence américaine sur le continent africain, Trump, on l'a vu, se présente actuellement comme un facteur de paix. Donc, il s'est mis en scène à travers l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC signé à Washington en juin dernier. Ça, Louis en a parlé. Et donc, de toute façon, les combats continuent, puisque les groupes armés n'ont pas été à la table des négociations et que ce sera bien plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que Trump en a profité pour exiger l'accès aux ressources de la RDC, comme il le fait en Ukraine, au détriment de la Chine. Et à travers son slogan Trade Not Aid, qui n'a rien de nouveau puisqu'il avait déjà été brandi par Reagan dans les années 1980, il tente de négocier des contrats possibles pour évincer la Chine, mais aussi d'autres concurrents comme la France en Côte d'Ivoire, où Washington vient d'annoncer des investissements records dans l'industrie pétrolière et minière. Tu peux mettre la derrière pour moi, voilà. Alors, qu'en est-il de la France-Afrique, justement? Alors, elle a dû réduire sa présence militaire au Sahel, mettant fin à l'opération Barkhane et retirant des troupes de pays qui faisaient partie de son, entre guillemets, précaré colonial. Donc là où est la carte, c'est pas mal parce qu'en fait, on voit les retraits, c'est-à-dire que en gros, tout le dégradé de couleur correspond à des retraits progressifs des effectifs militaires, avec finalement un maintien des troupes uniquement à Djibouti et au Gabon. Les juntes militaires au pouvoir au Mali, Niger, Burkina Faso tentent de surfer sur un sentiment de rejet de l'impérialisme français, bien légitime évidemment de la part de leur population. Et donc la France a dû faire de même, se retirer de France-Afrique, du Tchad, où pourtant Déby fils avait été immédiatement adoubé par Macron dès la mort de son père. Et maintenant, donc, les militaires français quittent aussi le Sénégal à la demande de son nouveau président, membre du PASTEF, donc le Parti des patriotes africains du Sénégal, qui vante le panafricanisme et la souveraineté face à l'ancienne puissance coloniale. Mais bon, ces pays font quand même toujours partie du franc CFA. Même si la France garde officiellement 2 bases militaires sur le continent, on va dire que c'est toujours 2 de trop, bien sûr, avec 350 militaires au Gabon et 1500 à Djibouti. Comme le dit l'association Survie, qui est consacrée à la lutte contre la France-Afrique, la France a malheureusement 2 beaux restes. La coopération militaire, la formation, la fourniture d'équipements permettant aux régimes dictatoriaux de réprimer leur population continue de plus belle dans plusieurs pays en toute discrétion. En témoigne par exemple la répression sanglante de la population togolaise en lutte contre le règne de Faure Gnassingbé, avec la complicité de la France au mois de juin dernier. Elle soutient Paul Biya, qui vaillamment au Cameroun se présente à 92 ans pour un prochain mandat présidentiel, alors qu'il est au pouvoir depuis 1975. De même avec Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville depuis 40 ans, un pays qui est pieds et poings liés par sa dette envers les banques françaises et les entreprises qui pillent ses ressources, notamment pétrolières, dont les inévitables Perenco et Total. Alors, Total, vous connaissez, Perenco, peut-être moins, justement, je vais expliquer un peu après. Donc, par le biais des multinationales comme Total, Perenco, Bolloré, Vinci, Orange, la CMA-CGM ou le brasseur Castel, et j'en passe, il y en a bien sûr d'autres, la France est toujours présente sur le continent africain.
Ces entreprises étendent même leur implantation, comme Total qui est maintenant très présente en Afrique de l'Est, au Mozambique, en Ouganda et en Tanzanie. Certaines opèrent en toute discrétion, à l'image des accords sécuritaires dont on vient de parler. Et donc, par exemple, Perenco, c'est un empire pétrolier qui a été fondé par une famille bretonne, totalement inconnue du grand public, les Perrodo, c'est pas exactement le même nom, spécialisés dans le rachat de vieux sites pétroliers en fin de vie pour les exploiter jusqu'à épuisement, évidemment dans des conditions catastrophiques. Donc Macron se fait le VRP de toutes ces entreprises, tentant de rafler de nouveaux contrats dans des pays faisant un petit peu moins partie de la sphère d'influence traditionnelle de la France, comme par exemple le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Toutes ces rivalités impérialistes pour la domination militaire et le contrôle des ressources causent bien des guerres et des déstabilisations, comme on l'a vu, mais les multinationales savent aussi coopérer pour mieux exploiter, comme en Ouganda et en Tanzanie, où Total et CNOOC, une entreprise chinoise, investissent pour développer des champs pétroliers, donc champs pétroliers de Tilenga. C'est en grande partie dans un parc naturel qui, bien sûr, va être ravagé, donc parc des Murchison Falls, et sur les rives du lac Albert, avec le plus long oléoduc chauffé du monde. Je vous laisse imaginer en plus le désastre écologique. C'est comme c'est du pétrole qui est visqueux, il faut le chauffer pour que il passe dans l'oléoduc. Et donc cet oléoduc traversera l'Ouganda et la Tanzanie sur plus de 1400 km. Et donc ça se fait en bonne coopération avec entreprise Total et une entreprise chinoise. Des populations sont expropriées, violentées, chassées de leurs terres, etc. pour mener à terme ce projet, ce qui nous permet d'enchaîner sur l'exploitation. Voilà. Où est-ce qu'on met ? Ah voilà, c'est ça. Désolé, problème technique. D'ailleurs, la famille Perrodo, c'est eux qui ont racheté Combini, pour ceux qui connaissent. Alors, ma partie, je vais balayer, essayer, continuer de présenter une description un peu de cette nouvelle Afrique. Quelle transformation est-ce qu'on a vu là-bas, aussi bien se peut en le temps qu'il me reste. Et quelques brefs exemples à quoi ressemble la vie sur place en RDC ou encore quelques luttes récentes. Le pillage de l'Afrique a toujours été là, colonisation puis politique de sous-développement, engendrée par l'impérialisme. Les peuples qui vivent sur le continent ont payé l'addition des politiques impérialistes et leur gouvernement pendant longtemps. À part quelques exceptions, l'Afrique était un peu en sommeil à la fin du XXe siècle. Une certaine stabilisation avait traversé le continent. Cependant, ces dernières années, on a vu des changements de table se produire, des régimes sont tombés, d'autres ont été érigés à leur place et surtout des mobilisations ont traversé tout le continent. Depuis quelques années, l'Afrique attise à nouveau toutes les convoitises avec les nouveaux besoins de matières premières sur place. L'Afrique possède un tiers des ressources minérales mondiales, près d'un cinquième des forêts de la planète, une estimation large entre 40 et 90% des réserves mondiales de métaux non ferreux et rares, sans lesquels les nouvelles industries modernes seraient impossibles. Au point que certains surnomment déjà cette Afrique le continent du XXIe siècle pour ses riches gisements naturels. Continent de l'avenir non seulement pour ses richesses qui attisent ses convoitises, mais aussi pour son énorme potentiel humain, qui les classes dominantes craignent un peu, mais qui pour nous, vu l'exploitation forcenée de l'Afrique, pourrait bien être potentiel de révolte. Environ 1,4 milliard de personnes vivent actuellement en Afrique, et ce chiffre continue d'augmenter. La part de l'Afrique dans la population mondiale est passée de 9,3 en 1960 à 10,7 en 1990. Je vais passer un peu vite, mais on estime que la population a explosé pour atteindre 811 millions en 2000. En 812, puis 1,3 milliard en 2020. Donc une multiplication de la population par 5 contre 2,7 pour l'Asie ou 3 pour l'Amérique latine. Si la tendance se poursuit, elle devrait atteindre 25,6% de la population mondiale en 2050. Avant tout, l'Afrique est en pleine mutation, mutation démographique malgré les famines, les guerres, mutation urbaine et des sociétés plus cultivées qu'auparavant. Mutations et phénomènes qui ont traversé l'Afrique subsaharienne dans l'ensemble et très rapidement. Sur les 1,4 milliard d'Africains, 60% sont des jeunes de moins de 25 ans. On voit aussi un accroissement d'accès à l'éducation supérieure de 294 universités en 1979. Il y en a environ 1700 en 2021. Reste que cela représente que 9% des universités dans le monde, mais les inscriptions dans l'enseignement primaire et secondaire ont également augmenté.
et l'alphabétisation a monté jusqu'à environ 66%. Cette jeunesse, quand elle réussit à obtenir des diplômes, ne trouve pourtant pas des débouchés et travaille là où il se peut, dans des grandes villes, des grands centres de services, tels que les énormes call centers qu'on peut trouver dans les ou des petits jobs un peu informels, devenant souvent des diplômés chômeurs. Si les journaux défendent que l'Afrique, elle, décolle, sa population, elle, reste au sol. On y voit des nouvelles lignes de chemin de fer modernes construites par les entreprises chinoises, des installations portuaires comme décrites avant, pour exploiter avec efficacité l'efficacité du XXIe siècle toutes les richesses. Partout dans le monde, l'essor de l'industrie manufacturière et l'industrialisation de l'agriculture ont coïncidé avec l'urbanisation des populations mondiales. En Chine, par exemple, ce qui était autrefois une économie essentiellement agricole est devenu une économie largement urbaine, ou du moins partiellement urbaine, c'est-à-dire migratoire, employant une main-d'œuvre active dans la production industrielle. Si l'Afrique n'a pas connu de transition accélérée vers l'industrie manufacturière, elle a connu une urbanisation similaire et un déclin de l'agriculture de subsistance et des populations paysannes. Sur les continents africains, l'urbanisation s'est traduite par une explosion de la population des travailleurs en fait informels. Les grandes villes, elles aussi reflètent cette transformation et des contradictions avec. Dans les capitales qui ont poussé des tours de luxe, des centres d'affaires, des quartiers privilégiés, qui sont entourés d'immenses quartiers, où les classes étovilles, des bidonvilles, j'ai oublié, où les classes populaires, elles, galèrent. Ségrégation, ghettoisation, émergence des bidonvilles autour des personnes qui partent de la campagne pour trouver du travail, en même temps que ces villes se modernisent. Des images parfois absurdes, alors là on ne voit pas, mais bon, c'est un peu pour illustrer, ou par exemple à Kigali, ça c'est au Rwanda, qui généralement est salué pour sa sûreté, sa propreté de ses rues, ou en fait ces nouveaux beaux immeubles qu'on peut un peu voir au fond. Et il y a énormément de bidonvilles qui sont construites, qui entourent en fait certaines rues nouvellement huppées de la ville. En peu d'années, on a vu Kagame confirmer de nouveaux hôtels 5 étoiles, nouvel aéroport, nouvelles résidences neuves, et le prix du loyer fait que monter, le taux de chômage aussi monte. Avec aussi cette modernisation, on peut aussi mentionner un peu quand même l'accès aux nouvelles technologies, l'information, les téléphones aussi, qui a quand même traversé un peu toute l'Afrique. Je ne vais pas penser sur les chiffres. Le fait que dans toutes les grandes villes ou petites villes d'Afrique, tous les jeunes sont connectés, tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans le monde est un fait marquant. On le sait, il a permis de propager la révolte de 2011 en Tunisie et Égypte, et cette nouveauté a aussi joué un rôle dans les derniers mouvements et soulèvements qui ont eu lieu au Sahel, Afrique de l'Ouest, centrale, ces dernières années. Les nouvelles, les groupes Facebook, pages, infos d'opposants circulent aussitôt sur les réseaux. En effet, à la suite des printemps arabes, les pays d'Afrique subsaharienne craignant de subir le même sort que leurs voisins arabes, tentent d'intégrer les jeunes sur le marché du travail ou de les apaiser par la corruption et le clientélisme, avec un succès très mitigé. Reste que les populations, les travailleurs, effectivement, restent pauvres, les inégalités encore plus criantes qu'avant, quelques vitrines de luxe et une population qui ne profitent pas du tout de ces richesses dites nouvelles. Quand il s'agit de la RDC, malgré les richesses minérales exceptionnelles du pays, plus de 70% des Congolais vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Le sud du continent est considéré comme la région la plus inégalitaire, avec des pays tels que l'Afrique du Sud et le Botswana, où 10% des plus riches détiennent plus de 65% des richesses. L'Afrique centrale présente des niveaux d'inégalité moins élevés, mais ceux-ci restent élevés dans une perspective internationale. En RDC, en 2022, 56% du revenu national était détenu par 10% des plus riches, tandis que 40% des plus pauvres disposaient que de 6% du revenu. Les pays de l'Afrique de l'Est, enfin un peu semblables, et j'en passe. C'est dans cette nouvelle Afrique du XXIe siècle que se jouent les rivalités aujourd'hui entre les impérialistes avec des appétits. États-Unis, Chine en tête, la Russie aussi, loin derrière, mais qui essaie de s'incruster, et la France en perte de vitesse, Black Boulet du Mali ou du Niger, qui cherche, avec peu de succès, à rester gendarme de la région. Elle se gratte des lots, mais bon, voilà, comme l'a décrit Stéphanie, elle est encore un peu là. Comment cela se décline pour la population, son exploitation, ses conditions de vie et ses réactions dont je voudrais maintenant parler. En prenant en premier lieu, comme exemple, la RDC et toutes ces régions où se trouvent les minets. Je ne vais pas forcément beaucoup parler du Rwanda, et je crois que je n'ai pas non plus le temps pour décrire un peu l'Afrique du Sud, mais voilà. Deux formes d'exploitation, on trouve en RDC, disons l'une encore plus féroce que l'autre, se partagent dans ces minerais rares en Afrique. Une partie des installations minières sont celles des grosses compagnies minières
qui exploitent les meilleurs filons, les plus industrialisables. Elles sont aussi modernisées, mais même là, les conditions de travail y sont déplorables. À côté s'ajoutent les mines artisanales, le secteur, disons, informel, pieds dans l'eau, trous qui s'effondrent, là où les filons ne sont pas assez riches ou trop étroits pour mériter une machine qui coûte cher. Là, c'est où on retrouve les gens qu'on nomme les creuseurs, qui bossent avec leurs pelles, leurs cordes, pour descendre au fond. Si vous êtes arrivé, vous avez vu un peu au début le film, le documentaire qui exposait assez bien à quoi ça ressemble. Et encore, ça c'est celle où on a un peu accès. Il y en a d'autres que bon, on peut pas. Il y a des journalistes qui n'arrivent pas à y rentrer. Pour le cobalt, l'une des principales productions de la RDC, les mines artisanales représentent environ 20 à 30% de la production, achetée à prix bas par des intermédiaires, voire par des agents de la mine industrielle elle-même, et vendue aux mêmes clients ou aux mêmes multinationales. Au Kivu, par exemple, une partie de ces mines artisanales ou illégales se retrouve directement, comme l'a mentionné Louis, sous la coupe des groupes armés comme le N23. Le Monde donnait les chiffres que j'ai cités pour le cobalt en RDC. Il est de même pour les autres minerais dont toute la production légale et illégale est mêlée par les revendeurs qui font du trafic avec tout ce qui peut venir dedans. La corruption des dirigeants, autant que le rôle des groupes armés, rendent difficile le contrôle de cette activité pour le plus grand profit des multinationales qui ferment les yeux sur l'origine du coltan qu'elles achètent. Au point qu'en 2023, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, déclare que la RDC perdait 1 milliard de dollars par an avec le trafic illégal vers le Rwanda. Bon, à mon avis, il est un peu intéressé aussi, du coup, mais vous comprenez mieux pourquoi cette guerre Rwanda-Congo paraît lui interposer un peu d'actualité. Chez les grandes entreprises minières, comme à Kolwezi, oui, ouais. Alors bon, on voit un peu au fond à quoi ça ressemble et ça continue. Et ça, c'est un peu les grands centres où il y a des entreprises chinoises un peu qui développent, disons, les mines industrielles. Chez les grandes entreprises minières comme à Kolwezi, on offre peu d'emplois aux travailleurs locaux et elles se barricadent derrière des murs de barbelés pour tenir la population à l'écart de gigantesques gisements de leurs concessions. Ceux qui par hasard tenteraient d'y rentrer ou pénétrer sont accueillis ou par des chiens ou tirés par le balle, fusillés par des gardes qui sont sur place, puisque c'est aussi vrai que beaucoup de personnes essaient de se débrouiller en volant un peu des minerais et rentrer illégalement dans ces mines. Ces industries minières charrient presque 75% du cobalt qui circule sur le marché mondial. Le quart restant provient de ce qu'on appelle effectivement ces creuseurs que j'ai mentionnés avant, artisanaux. Plus de la moitié des travailleurs employés, plus de la moitié des travailleurs dans ces grandes mines sont employés par des sous-traitants qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail. Les estimations disponibles concernant le nombre total de mineurs artisanaux qui travaillent dedans, dans les provinces du nord du Kivu et du sud du Kivu, où c'est un peu les plus concentrés, évaluent ce chiffre entre 200 000 et 350 000, avec 9 à 17% de la population totale qui dépendent directement ou indirectement des mines. Et ça, c'était en 2014, ces chiffres. Du coup, bon, à mon avis, ça a bien changé depuis. Quand on a les témoignages, bon, c'est assez marquant. Tu veux cliquer? Merci. Ah non, ouais. Ouais, ça ressemble un peu à ça, ouais. Alors bon, c'est très, j'ai pas réussi des trucs de qualité, c'est un peu difficile, bon, c'est ma faute. Mais disons, bon, tous les petits points, puisque c'est très pixelisé, ça c'est des personnes en fait. Et voilà. Du coup, par exemple, les conditions de la mine particulières, on y trouve un peu tout le monde. Alors, il y a un témoignage que j'ai pris d'un journaliste, de Yannick, creuseur de 25 ans, qui dit au reporter « Le Congo est béni en sol et en sous-sol, mais la population souffre. J'ai honte de vous dire de ce que je gagne avec ce travail, à peine 100 000 francs congolais, 35 €, pour 2 semaines de travail. 200 000 francs par mois, 70 €. Voilà, pour 2 semaines de travail et 200 000 francs par mois, voilà. Je ne veux pas terminer ma vie comme ça. Je suis gradué en relations internationales. J'ai dû arrêter mes études en première licence par manque de moyens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. C'est la seule raison pour laquelle on perd son temps à faire ça. Le Monde, par exemple, il existe aussi des coopératives, un peu où l'État est un peu sur place, qui est un peu différente. C'est pas généralement des machines qui sont sur place, mais des milliers de personnes, genre 2000 à 20 000 travailleurs, qui travaillent à tour de rôle dans ces coopératives. Les hommes vont d'une mine à l'autre à la recherche de travail, et on voit ces creuseurs, qui parmi certains sont des adolescents, creuser des tunnels sans aucune protection. Et ça, c'est les mines dans lesquelles l'État est présent, disons. Par exemple, il y a la SAEMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle
qui existe dans l'État de Congo et est présent sur des coopératives, sur les îles Galnan, qui est censé contrôler les installations, mais ce n'est pas du tout respecté. Au mieux, les tunnels sont étayés à l'aide de simples troncs d'arbres. Il n'y a pas de tunnel d'évacuation en cas d'effondrement de la galerie principale. L'air est pulsé par des appareils électriques, à peine plus gros qu'un sèche-cheveux, et les mineurs ne portent pas ni ne souhaitent porter d'équipement de protection individuelle. Un autre témoignage de Rama, 21 ans, son travail consiste à se faufiler dans ces petites galeries creusées à la pelle, jusqu'à 30 mètres de profondeur, pour en extraire le minerai avec des outils rudimentaires. Il dit effectivement que la sécurité est précaire, les effondrements sont fréquents, et il raconte que c'est effrayant, c'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Nous ne sommes pas nés dans des familles riches, alors on doit bien faire ce métier. Ici, il n'y a rien d'autre à faire. Mais les deux côtés de la frontière, ce sont aussi effectivement les 120 groupes armés qui agissent avec différents groupements, alliances, réconfigurations, qui prennent place avec des répercussions terribles sur les personnes qui vivent autour. Ils opèrent dans des provinces telles que Ituri, le nord du Kivu, du sud du Kivu, le Tanganyika, commettent des violences sur les habitants et aussi pays de richesse et ressources rares du pays. Difficile d'avoir des infos précises de lieux comme Rubaya, qui passent du gouvernement congolais. Tu peux mettre les deux images, j'ai oublié. Ouais. Rubaya, qui est une des zones un peu dans le sud, qui passe du gouvernement congolais à celle des groupes rebelles. Et en fait, toute cette zone-là, c'est très difficile à voir. Il y a une enquête que j'ai réussi à trouver qui dit qu'en effet, 61% des mineurs interrogés dans le cadre, c'était en 2024, subissent des ingérences, c'est-à-dire des pratiques illégales visant à obtenir des rentes de la part d'acteurs armés, des paiements, enfin voilà. Et ces ingérences, elles viennent à la fois d'acteurs de la sécurité étatique et de groupes armés non étatiques. Effectivement, les travailleurs se retrouvent bloqués face à cette situation. Même si pourtant catastrophique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse de la part des habitants sur place. Au contraire, des fois fatigués de la corruption endémique du régime depuis des années, l'exploitation accrue de la part des capitalistes et la violence que leur font subir les groupes armés, certains relèvent la tête. Déjà fait, alors que... même si la vie est dure et plus dure dans cette région en question, dans d'autres régions du continent, des conditions de vie difficiles n'ont pas empêché que les populations réagissent. On voit effectivement depuis une dizaine d'années des mouvements s'enchaîner pour différentes raisons, causes. Les travailleurs y participent en tant que tels parfois. Sinon, elles prennent plutôt la forme de révoltes et de mobilisations explosives qui font trembler des régimes, parfois récupérés par d'autres dirigeants d'opposition pour les remplacer. Les contestations qui ont le plus marqué l'actualité africaine ces dernières années ne sont pas celles des mineurs du Kivu ou du reste de la RDC, mais elles sont représentatives de cette Afrique en pleine mutation. Pour les rappeler brièvement, par exemple au Mali, ça avait commencé par des grèves. Ceci dit, il y avait une colère générale contre la situation, le coût de la vie et la hausse des prix d'un côté, l'insécurité dans le nord du Sahel, comme a décrit Stéphanie, avec une colère contre les djihadistes et l'inefficacité de l'armée française. On avait vu au Mali des grèves dans les mines d'or déjà à cette époque-là, où il y avait aussi du trafic illégal d'or, en 2018, pour l'embauche des jeunes, puis 5 mois de grève chez les cheminots en 2019, pour les questions de salaire, contre licenciement, et accompagné de mouvements de grève réguliers parmi d'autres secteurs où il y avait un peu des enseignants, etc., etc. La corruption évidente et visible à tous a mis le feu aux poudres, et des manifestations avaient traversé le Mali, puis une répression féroce s'est abattue sur celle-ci. Effectivement, l'incapacité du régime à répondre aux besoins alimentaires, et ce mouvement a surtout profité à des gens comme le démagogue Emam Diko, qui se présentait comme une figure d'opposition et qui, avec les putschistes, a remplacé le régime en 2020. Effectivement, au départ, un soutien et les illusions de la foule, aujourd'hui, leur désillusion. Pour l'exemple du Tchad aussi, comme avait été mentionné, dès 2016, le mécontentement social s'est manifesté. Des groupes de coalition se structurent, mais c'est surtout des grèves qui ont marqué le Tchad et fait céder le régime sur les salaires impayés. À l'hiver 2018-2019 a été surtout celle de la fonction publique et d'autres agents, y compris du ministère du Pétrole. La fonction publique tchadienne est paralysée par 3 vagues de grèves qui s'enchaînent, qui bloquent l'éducation, santé et finances, contre la politique d'austérité menée par le gouvernement à l'instigation du FMI. En 2021, face à des bénéfices, comme mentionnait Stéphanie, qui étaient soutenus par Macron, c'est une coalition d'opposition qui se présente, qui appelle à des manifestations et contre la prise du pouvoir en fait par des bénéfices. Alors la conclusion de tout ça, c'est un peu semblable comme dans beaucoup de cas, c'est une forte répression et des bénéfices réussit à reprendre la main en proposant des élections démocratiques où les opposants s'intègrent pour se présenter
y participent et puis ultérieurement intégreront le gouvernement. À part quelques exceptions près, par exemple le syndicat de l'UST qui avait participé à ces grèves dans les années 2018, la plupart des opposants y intègrent. Au Soudan, c'est un peu différent. Au Soudan, c'est en 2019, c'est un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum qui se poursuit. On voit un demi-million de manifestants organisés, des repas gratuits, fouilles à l'entrée, débats. C'est toute une vie sociale qui est née sur cette place depuis l'ouverture des négociations. Et d'autres sit-ins sont apparus un peu partout dans les petites villes autour, devant des bâtiments militaires, demandant l'épuration des éléments ayant participé à la répression. Des grèves ont accompagné ce mouvement où des jeunes diplômés chômeurs s'investissent corps et âme pour organiser cette mobilisation. Ils participent aux révoltes, allient des mots d'ordre politiques, demandent l'épuration de l'encadrement et constituent de nouveaux syndicats. Bon, un peu la même chose au Soudan. Là, cette fois-ci, c'est l'armée et les paramilitaires qui ont utilisé les pourparlers et l'appel à la paix de l'opposition sur place pour organiser la réaction et ont écrasé le mouvement puis tiré sur les foules. S'ensuit un accord de paix, gouvernement de transition, etc., etc., etc. Et bon, si on revient, ça c'est un peu des cas de mobilisation qu'on a vu un peu en Afrique subsaharienne, proche du Sahel, mais et dans l'Afrique des minerais. Alors c'est un peu compliqué d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur place. Le mieux qu'on trouve, c'est un peu des échos, des espèces de petites brèves, un peu voilà. Depuis quelques années, on a vu des mobilisations de la part de certains secteurs dans des conditions adverses. Les travailleurs trouvent difficile de se mobiliser. Pourtant, quelques exemples sont notables. En RDC, c'est historiquement plutôt les trucs qu'on trouve, c'est les syndicats de profs et d'administration qui se mobilisent fréquemment là, ces dernières années. Mais ça vaut la peine de souligner quelques exemples autres de l'actualité. Déjà, les grèves de 2008 à 2009 ne sont pas si loin que ça, ayant même un écho dans la tête des gens récemment, vu que Moïse Katumbi, qui était gouverneur du Katanga, une des régions, s'est présenté candidat à la présidentielle en 2023. Il est arrivé second, et en fait, dont le soutien est réussite à mobiliser les forces démocratiques durant cette campagne, et à mon avis, à certains égards, dû à son rôle qu'il avait au part dans ces grèves en 2008 et en 2009. Exilé en France en 2016 comme opposant à Joseph Kabila, qui avait fait scandale avec sa mining company Katanga, de service auprès de la compagnie de DG Camille. Plus récent, on a vu un mouvement dans les mines en 2023. Environ 300 employés de la compagnie minière du Kivu ont suspendu leur activité d'extraction de lithium dans les sites de Goma pour un retard de paiement de 2 mois. On a aussi vu des grèves de camionneurs la même année contre le licenciement dans une entreprise de construction sous-traitante du secteur minier. Et pareil, en 2023, des agences du service des coopératives de Butembo, au nord du Kivu cette fois-ci, sont mis en grève pour réclamer le paiement arriéré de 74 mois de leur salaire qui était impayé. En Afrique du Sud, dû à la situation du pays, l'histoire politique de celle-ci et de meilleures conditions de vie pour les organisations politiques syndicales qui sont plus fortes et ancrées depuis quelques années, de fortes mobilisations se sont aussi enchaînées, et aussi dans les secteurs miniers. Pourtant, l'Afrique du Sud, même si est un des pays les plus riches du continent, est la société la plus inégalitaire du monde selon un rapport de développement humain des Nations Unies. Les disparités sociales provoquent souvent des manifestations sociales massives, considérées comme parmi les plus fréquentes au monde. Parmi celles-ci, on peut citer la grève des mineurs de Marikana et les manifestations contre le secteur des services dans plusieurs townships, des villes un peu autour, qui ont été qualifiées de rébellion des pauvres. Les manifestations aussi et des campagnes étudiantes sous les slogans de Fees Must Fall pour des conditions d'études et Roads Must Fall, soulignant également la diversité des protestations, parfois de secteurs ouvriers, étudiants ou des révoltes populaires. Encore cette année, on a vu des mineurs huer le président Cyril Ramaphosa lors des célébrations du 1er mai. Ramaphosa, homme d'affaires riche connu comme ancien dirigeant syndical comme Katumbi au Congo, qui a dû écourter son discours et évacuer les lieux, a ensuite reconnu une certaine perte de confiance parmi la classe moyenne. Cette grève des mineurs avait duré environ 2 mois. Alors, en guise de conclusion, rapide, les indépendances africaines ont effectivement donné lieu à des nouveaux États, plus colonisés, mais des États bourgeois avec à leur tête des classes dirigeantes qui administrent ses propres affaires en lien étroit avec celles des impérialismes, qui n'ont pas arrêté de piller le pays. Hier, feu à la France-Afrique qui essaie de s'accrocher là et comme elle peut, mais ses dirigeants, nouveaux ou anciens, cherchent à faire du chiffre avec d'autres puissances. Les richesses du continent et les minerais qui, dus aux nouveaux besoins productifs, attisent les convoitises des capitalistes, ont eux des conséquences désastreuses pour celles et ceux qui y travaillent, habitent ou y dépendent. Pourtant,
C'est dans ce continent en pleine mutation qu'on a vu des populations se révolter, du Sahel à l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Est, avec des révoltes et mouvements variés. Celle-ci était l'expression et des aspirations des peuples pour une vie digne, contre la misère, la corruption, l'ingérence, la complicité avec l'impérialisme de la France ou autres, pour du boulot, des meilleurs salaires, des conditions de travail ou encore des droits démocratiques. Les classes populaires que l'on a retrouvées dans ces mobilisations ont souvent lutté avec toutes ces rogations ou quelques-unes en tête. Sûrement, les convoitises des impérialistes et la misère déclineront sur des réponses de la part des populations et de cette nouvelle classe ouvrière africaine. Peut-être de cette réapparition de lutte pour l'émancipation qui existe sur le continent depuis quelques années naîtront de nouvelles révoltes prolétariennes, ou en tout cas, on l'espère.